Merci de nous suivre sur IDFM 98 ou idfm98.fr. Deuxième partie de Décryptons le monde en compagnie de Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique. Une deuxième partie, Gérard, de l'émission dans laquelle nous allons évoquer avec vous un pays proche, mais qui depuis quelque temps, pour le moins que l'on puisse dire, déconcerte. Il s'agit de la Turquie. Nous avons connu il y a quelques années, pas si éloignées, des négociations concernant une possible adhésion à l'Union européenne. Et puis, tout est devenu plus compliqué avec une Turquie militairement interventionniste, nationaliste, menaçant même l'Europe de vagues de migrants. Comment expliquez-vous un tel changement, une telle évolution, cher Gérard ? Eh bien, effectivement, il y a un triple langage. Il y a une triple évolution turque, une évolution politique, une évolution économique et des étapes militaires. Donc, Erdogan est venu au pouvoir dans le cadre d'une alliance. On a oublié cela. Il était allié avec un leader musulman, philosophe, scientifique, Fethullah Gülen, les gulenistes. Donc il est venu au pouvoir au début des années 2000 dans le cadre de cette alliance. Et cette alliance s'est petit à petit délitée sous la pression finalement des divergences qu'il y avait qui étaient porteuses à l'intérieur de ces deux mouvements. Vous aviez un pouvoir Erdogan avec l'AKP, la partie de la justice, le parti de la justice et du développement, et puis les gulenistes. Donc il y a eu des séparations sur le poids de la religion dans la politique, le poids de la religion dans la société, et donc cette vision aussi nationaliste. Et donc petit à petit, gulenistes et AKP se sont séparés jusqu'à la rupture en 2000, dans les années 2010-2013. Et là, la situation a commencé à se crisper, puisqu'on a entendu parler de scandales tout autour d'Erdogan, donc de corruption dans sa famille, etc. Bon. Donc ça a été pris comme étant des coups, des flèches envoyées par les gulenistes jusqu'à le coup d'État militaire manqué de 2016, où justement Erdogan en a profité pour mettre ce coup d'État sur le dos des gulenistes et donc de faire des rafles dans l'administration de la justice, bien sûr auprès des militaires et aussi dans les services de sécurité. Donc là, il y a eu ces différentes étapes, l'alliance, la séparation, et maintenant que voyons-nous, eh bien, l'AKP non seulement est pratiquement seule, elle est alliée avec un tout petit parti, le MHP, qui est celui des loups gris. Donc voyez-vous, on part là, cette fois-ci, à l'extrême droite, mais l'AKP se délite, car les principaux ministres, Davutoglu, qui était le grand penseur géopolitique de la nouvelle ère Erdogan, eh bien, a quitté le parti. Et il a fondé son propre parti, le parti du futur. Le ministre de l'économie aussi est parti et a fondé son propre parti également. Donc l'AKP est venu maintenant devant les électeurs très démuni, et on a fini par la perte des élections municipales. L'AKP, le pouvoir d'Erdogan, le parti d'Erdogan, a perdu Istanbul et Ankara. Donc, et naissent de ces deux villes des leaders politiques pour la course vers 2023, les prochaines élections présidentielles. Donc, aussi deux phases économiques. De 2000 à 2015, les États de l'Europe, les États-Unis ont massivement investi en Turquie. Dans ces 15 années, il y a eu 193 milliards de dollars d'investissements, ce qu'on appelle des IDE, des investissements directs étrangers, donc en Turquie. Et cela, bien sûr, a été ralenti après les évolutions turques. Donc, les sanctions sont apparues avec les desiderata de la Turquie d'avoir des opérations militaires, des achats d'armes russes, n'est-ce pas? Donc, il y a eu des sanctions économiques. La livre a commencé à glisser. Donc, voilà, vous avez eu cette situation économique nouvelle qui est apparue après une Turquie, je dirais, en pleine croissance, eh bien, une Turquie en décroissance. Et
eh bien, vis-à-vis de 2023 et d'une volonté de réélection, Erdogan est obligé de changer son fusil d'épaule. Donc, il a demandé à son gendre, ministre de l'économie, de démissionner. Il a demandé au gouverneur de la Banque centrale de partir. Et à ce moment-là, une nouvelle politique, mais n'engageant pas ses amis proches ou sa famille, est née avec une remontée des taux de la Banque centrale, 14%. Mais ce qui permet de redresser le cours de la livre. Donc il y a un pari, il faut impérativement que l'économie turque se redresse puissamment dans les 18 prochains mois si Erdogan veut gagner les prochaines présidentielles. Alors, devons-nous comprendre que le président Erdogan, ce ne serait pas le premier, décide soudain de faire évoluer sa politique extérieure, sa diplomatie en fonction d'un calendrier et de ses objectifs de politique intérieure ? Ah, absolument. Et donc, effectivement, après ces volontés, je dirais, militaires, bon, les circonstances l'ont amené aussi à le faire. N'oublions pas que l'arrivée massive de troupes russes en Syrie date de septembre 2015. Et face à cela, la Turquie ne pouvait pas rester les bras croisés, car il y a une frontière commune syro-turque. Et il y a dans le nord des populations qui sont très très proches des populations turques. Il y a des dialectes turcs. Donc il y avait une influence turque importante. Et puis cette vision aussi initiale, depuis les révolutions donc dans les pays arabes, de vouloir chuter le pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie. Donc il y avait des incitations pour que la Turquie intervienne dans le conflit en Syrie. Et il y a eu cette opération aussi beaucoup plus récente dans le nord, cette fois-ci, avec les interventions vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. La guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est une guerre turque. Et troisièmement, vous avez eu ces interventions de troupes aussi indirectes, de milices syriennes payées par les Turcs en Libye. Donc vous avez eu cette évolution militaire puissante. Mais maintenant, il faut que les affaires en Libye approche d'un potentiel règlement avec un gouvernement d'union, eh bien, les choses rentrent dans une nouvelle phase. La Turquie rentre dans une nouvelle phase, aussi poussée par des impératifs économiques intérieurs. Oui, vous citez de nombreux adversaires politiques qui sont à l'affût pour cette échéance présidentielle. Pourtant, vu de notre pays, la France, le président Erdogan ne semble pas avoir de sérieux rivaux. Il apparaît plutôt comme un président très autoritaire et tenant fortement les rênes du pouvoir. Pensez-vous qu'il puisse être réellement en danger dans ces élections de juin 2023 ? Alors, il y a effectivement un danger intérieur et un danger extérieur. Que vont faire les puissances occidentales? Que va faire Bruxelles? Que va faire Washington? Si les positions d'Erdogan vis-à-vis d'achats d'armes russes se poursuivent. C'est-à-dire qu'il y a une désolidarisation de la Turquie et de l'OTAN. Je serais tenté de faire un parallèle. N'oublions pas les velléités du général de Gaulle de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Ouais. Et cela n'a pas été bien vécu par l'ensemble du monde atlantique. Et le général de Gaulle a dû partir après des événements, n'est-ce pas ? Oui. Donc, l'influence internationale vis-à-vis de pouvoirs nationaux existe. Donc, il peut y avoir effectivement une volonté internationale de voir le président Erdogan partir. Deuxièmement, il y aura la situation économique. Si elle ne se redresse pas, cela va être très difficile. Et troisièmement, donc effectivement, il y a des leaders à l'intérieur du parti AKP, comme je disais tout à l'heure, qui sont partis et qui sont donc dans les, comme l'on dit en politique, dans les starting blocks pour 2023. Davutoglu, İmamoğlu, le nouveau maire d'Istanbul, donc voilà, capitale économique. Donc si les choses vont mieux
à Istanbul, cela va être une excellente plateforme électorale pour le nouveau maire d'Istanbul. Et puis, donc, vous avez les anciens alliés à l'intérieur de l'AKP. Je l'avais cité tout à l'heure, Davutoglu, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était aussi Premier ministre, qui a claqué la porte. Et donc, avec son parti du futur, il a une opportunité, effectivement, de vouloir s'opposer à Tayyip Recep Erdogan. Donc, wait and see. C'est la fin de ce deuxième numéro de Décryptons le monde. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour cette passionnante traversée du Bosphore.